Waouh, elle est belle! C'est une princesse de la famille Akhenaton. Akhenaton, c'est un pharaon comme Toutankhamon? Oui, il était marié à Nefertiti et c'est une de leurs filles. Super la coiffure, on dirait des dreadlocks. Plutôt des nattes. Ça devait être leur coiffure à l'époque. Il a dû en mettre du temps, le coiffeur, à faire ça. Et puis c'est drôle, on dirait un chapeau. C'est vrai, y a rien qui dépasse. Ils sont tout bien rangés du même côté. Et comme ça, on voit son épaule. Elle est quand même drôlement abîmée, la statue. Il y a son nez qui est cassé et la moitié de la peinture qui est partie. 14e siècle avant Jésus-Christ. Et en plus, c'est du calcaire. Ça devait être fragile. On voit quand même comment elle était. Ses yeux en amande, ses longs sourcils. Ouais, elle était super bien maquillée. Et son visage, il a une belle forme. Et son menton, parfait. Ah oui, le sculpteur, il était doué. Et ses joues et sa bouche toute fine. Oh, l'autre, il est amoureux d'une statue. N'importe quoi. Remarque, c'est vrai qu'elle est bien conservée pour son âge. La princesse Akhenaton, musée du Louvre. Regardez, il y a même une décharge dans le musée. C'est dégoûtant. Mais non, t'as rien compris. C'est la compression d'une voiture. C'est César qui l'a faite. César? Jules César? Il y avait déjà des voitures à son époque. Mais non, gros bêta. César, c'est un sculpteur français du XXe siècle. Il y a même une émission à la télé qui porte son nom. C'est pour récompenser les acteurs de cinéma. Mais oui, c'est vrai, j'en ai vu qui avaient presque la même chose dans leurs mains, mais tout en or. C'est sûrement parce que c'est des stars. Et toi qui es si intelligent, c'est quoi une composition? Une compression. C'est plusieurs objets accumulés et broyés ensemble. Ça fait une sculpture. Génial comme sculpture. Il y a même un bout de pare-choc. César voulait critiquer notre société de consommation en réutilisant tout ce qui sert plus. Il fait du recyclage alors. Au moins c'est écologique. Il a trouvé une bonne idée pour protéger la nature. Tu crois? Mais on n'aura jamais assez de musées pour mettre toutes nos poubelles dedans. Compression Ricard, César Baldaccini dit César. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Waouh, on dirait un fantôme de l'espace. T'as raison, c'est blanc, c'est gluant avec des yeux. C'est pourtant évident, c'est une raie. Une quoi? Une raie, un poisson quoi. Ben, il est dans un drôle d'état ton poisson. Regarde, on voit tous ses organes. Normal, c'est une nature morte. Pas si morte que ça, regarde le chat. Il n'a pas l'air content d'être là, lui. Il fait le gros dos. Peut-être qu'il a envie de manger le poisson, mais qu'il a peur. Moi, avec une couleur pareille, j'y toucherais pas. Pourtant, Chardin a influencé et inspiré les impressionnistes par ses couleurs qui recréent la vie. Faudrait savoir, c'est vivant ou c'est mort ce qu'il a peint? Moi, de toute façon, je m'en moque, j'aime pas le poisson. La raie, musée du Louvre. Génial! Qu'est-ce que c'est? Un jeu? Un parcours? Non, c'est un ensemble de colonnes sculptures en marbre. Le ministère de la Culture l'a commandé à Daniel Buren en 1985 pour remplacer un ancien parking. Et en plus, ça décore. Mais c'est marrant ces rayures, ça me rappelle... Un store en toile, pardi. Regarde, c'est les mêmes. Normal, Daniel Buren s'est inspiré d'une toile de store rayée quand il a commencé son métier d'artiste dans les années 60. Alors tout ce qu'il fait c'est rayé? C'est sa signature? Oui, il a choisi ce motif simple et facile à répéter pour ne pas faire comme les autres artistes contemporains. Mais il peut pas les mettre dans un musée, c'est bien trop gros.
Justement, pour lui, l'art ne doit pas être enfermé dans un musée, il doit être n'importe où pour que tout le monde en profite. C'est super, regardez! Les sculptures imitent même les colonnes du palais. C'est comme si elles se reflétaient dans un miroir. Et en plus, Daniel Buren s'inspire toujours du lieu où va être placée son œuvre. Heureusement qu'il n'est pas encore venu dans le jardin de mon papy. Les deux plateaux, Daniel Buren. Il y a un ouvrier qui a oublié sa drôle de scie sur le bout de bois qu'il a découpé. Mais non, gros bêta, c'est une sculpture de Constantin Brancusi, Le Coq, 1935. Un coq? T'es sûr? Moi je trouve qu'on dirait un genre d'outil. Je crois que j'ai une petite devinette pour toi, Nabi. À ton avis, à quoi on reconnaît le plus un coq? À son chant, non? À sa crête, pardi. Ça, une crête? T'as beaucoup d'imagination. Mais si, en fait, Brancusi va à l'essentiel. Il simplifie les formes au maximum pour pouvoir garder ce qui est le plus important. C'est lui l'inventeur de la sculpture moderne. Ça semble doux, ça brille, on a envie d'y toucher. C'est parce que c'est du bronze poli. Pour lui, le matériau utilisé était presque aussi important que la sculpture. Regarde le socle en bois. Il reprend le motif en dents de scie du coq. Oh, on dirait une sculpture africaine. Brancusi taillait souvent ses socles de la même façon que ses statues. Il voulait donner une impression de symétrie et d'équilibre. Mais alors il va falloir qu'il sculpte un socle, puis un socle du socle. Le coq, Constantin Brancusi. Venez voir! Il y a même des maquettes ici. Je me demande qui c'est. C'est Napoléon. Non, c'est pas lui, c'est un... voyageur dans le vent. C'est peut-être un soldat de Napoléon. Le sculpteur est aussi un grand peintre d'histoire de l'épopée napoléonienne. D'histoire de quoi? L'histoire, quoi. Le pauvre, il doit avancer en pleine tempête. T'as vu comme il est courbé? C'est le cheval qui fait tout le travail. Regardez ses muscles et ses tendons. En tout cas, il est drôlement bien fait. Avec les bottes et tout, comme des petits soldats de plomb en plus grand. Et en cire. Avec une vraie cape en tissu. Et aussi des rênes en cuir. On dirait vraiment un vrai en petit. C'est exactement ça. Car Meissonier s'en servait ensuite comme modèle pour en faire des peintures. Et créer dans ses tableaux l'illusion et le mouvement avec un grand sens du réalisme. Facile, c'est comme si moi je dessinais mes jouets. Sauf que lui, il se les fabriquait lui-même. Et ils étaient tellement réussis que c'est eux qu'on expose dans les musées. Voyageur dans le vent, musée d'Orsay. Regardez, il y a quelqu'un qui a fait des graffitis sur le mur. Ah ouais, dis donc, le directeur du musée, il va pas être content. N'importe quoi, c'est un tableau de Jean-Michel Basquiat, un peintre noir américain des années 80, très célèbre. Célèbre ça? C'est des gribouillis plein n'importe comment. Pas des gribouillis, des tags, il en faisait dans les rues de New York. Ah ouais, il a continué à taguer mais dans les galeries d'art. Mais non, il s'inspirait de l'art primitif de ses ancêtres africains. Et comment tu sais tout ça, toi? Par un copain de mon frère qui fait plein de tags aussi. Basquiat a peint l'histoire du peuple noir. Ici, c'est un marché aux esclaves et là, ça doit être l'affreux marchand. Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'il s'est énervé sur la toile. Et là, il y a même un grand coup de pinceau. C'est parce qu'il est en colère, il veut défendre ses frères noirs. Les taggeurs, ils ont souvent la rage. Et il y a une super tête de mort. Avec une couronne d'épines comme Jésus, pour montrer que les esclaves aussi ont été martyrisés. C'est vrai, ça dégouline comme du sang. Et ton copain, ces tags, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mola et lui égale amour éternel. Marché aux esclaves, Jean-Michel Basquiat. Y a Batman à table, avec sa famille, là. Patate!
c'est la silhouette du peintre, Félix Vallotton. Eh ben, on risque pas de le reconnaître. Ouais, c'est rien qu'une ombre, ça fait peur. Il fait comme le tableau, il observe sa famille un peu comme un étranger. Quand il l'a peint, il venait de se marier. Alors ça lui paraît encore un peu bizarre. Elles ont de drôles de vêtements. Jamais je m'habillerais comme ça. En 1899, c'était la mode, t'aurais bien été obligé. Elle est jolie, la petite indienne. C'est pas une indienne, c'est sûrement sa fille. Exact, avec sa femme et un ami poète qui rêvasse. Il se tient mal, super mal, le poète. Moi, à la maison, j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table. Heureusement que c'est pas éclairé comme ça à la cantoche, on n'y verrait rien. Pourquoi c'est tout noir autour? C'est un dîner, c'est le soir quoi. Il a peint ce qui l'intéressait, seulement ce que la lampe éclairait. C'est bizarre, c'est pas gay, mais c'est beau. L'inverse de toi, quoi. Ah, très drôle. Le dîner, effet de lampe, musée d'Orsay. Attention au coup de soleil! La planète Mercure passe devant le soleil de Giacomo Balla. C'est un peintre du mouvement futuriste. Ah oui, les peintres qui aimaient les machines modernes, la vitesse, la violence. Balla a quitté les futuristes quand il est parti à New York en 1929. Il était plutôt intéressé par les sciences, la couleur et la lumière. Ah bah ouais, ça se voit. Il a peint ce tableau en 1914, après que Mercure soit passé devant le soleil. Ça n'arrive que 13 fois par siècle. Ah, ça doit être marrant de peindre en regardant dans un télescope. Oui, et à cette époque, c'était révolutionnaire de peindre le cosmos. C'est vrai, on a l'impression d'y être dans l'espace. Balla voulait guider le spectateur au centre du tableau grâce à ses lignes droites. Mais dis donc, il s'est trompé, Balla. Il a peint plein de planètes Mercure. Mais non, il a décomposé la trajectoire de la planète. Il aimait peindre tout ce qui est en mouvement. Il aurait pu me peindre alors. Peut-être bien il s'intéressait à la chronophotographie qui découpe le mouvement en photo pour qu'on comprenne comment ça bouge. Mais alors, c'est comme dans les dessins animés. La planète Mercure passe devant le Soleil, Giacomo Balla. Le pauvre pêcheur, il n'a rien à manger. Et sa famille derrière lui, qui ne se doute de rien. C'est pas en restant les bras croisés dans son bateau qu'il va en prendre du poisson. Il a peut-être jeté un filet et il attend. Bah pour jeter un filet au bord de l'eau, pas besoin de bateau, suffit de venir à pied. Il croit peut-être que ça va tomber du ciel. C'est un pêcheur de poissons volants alors. Il n'y a pourtant pas de quoi rire. Ils disent là que c'est une allégorie pour représenter la misère et les pauvres gens malheureux qui quoi? C'est vrai que c'est désespérant leur coin. C'est tout de la même couleur. Et une couleur pas gaie en plus. Ah, j'avais raison. Puvis de Chavannes, 1881. L'impression de mélancolie repose sur les couleurs sourdes, presque monochromes, qui... Ah, c'est donc ça. C'est le monochrome qui rend triste. Alors pourquoi c'est pas tout rouge si c'est peint avec du mercurochrome? Le pauvre pêcheur, musée d'Orsay. Vise un peu tous ces animaux. Un singe, un lion, un chien, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. Ouais, je savais. Ça doit faire loucher cette chose entre les yeux. Moitié chèvre et moitié cheval avec sa corne de narval. La licorne est un animal imaginaire. Oh, dommage. Pourtant, c'est la classe, une licorne. Et ça, c'est imaginaire? Les lapins, les chèvres, les chiens qui volent avec les oiseaux? Non, c'est une très vieille façon de dessiner. Ah bon, mon petit frère, il dessine comme ça? C'est la perspective du Moyen-Âge. Ils disent que ce qui était loin est en haut du tableau, alors que ce qui est devant est en bas du tableau. De toute façon, c'est pas un vrai tableau. On dirait un canevas de ma grand-mère. Oui, parce que c'est une tapisserie des temps des chevaliers. À mon seul désir. C'est le titre de la première des 6 tapisseries qui forment la Dame à la licorne. Il y a une licorne, mais il y a ni cheval, ni chevalier. Ils faisaient tout le temps la guerre. Oui, et leurs femmes restaient seules à tapisser. Ah, elles avaient le temps. Les guerres, elles duraient au moins 100 ans.
La Dame à la licorne, à mon seul désir, musée national du Moyen-Âge, Cluny.